Je ne savais pas qu'il y avait dans une telle enceinte autant de gens fascinés par la politique. On m'avait dit que c'était que des geeks. Alors, c'est un vrai sujet, l'intelligence artificielle et la démocratie. Il y a plein de signaux inquiétants, vous le savez bien. Et la politique de demain, en fait, elle ne va pas être faite principalement par les hommes politiques traditionnels. Elle va être faite par vous et par les hommes politiques. En tant que geek, en tant que constructeur du monde de demain, votre rôle dans la réorganisation de la politique va être essentiel. Mon papier de l'Express ce soir, ma tribune hebdomadaire dans l'Express, s'intitule « La nullité scientifique des politiciens ». Je donne juste quelques exemples, ceux qui lisent l'Express verront, de cette nullité technologique totale, de l'incompréhension par les politiques des enjeux technologiques, de l'intelligence artificielle. Vous avez tous probablement vu que Valérie Pécresse a annoncé la semaine dernière que Paris allait devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle grâce à un investissement de 20 millions d'euros. Le jour où le MIT annonçait 1 milliard de dollars rien que pour le MIT, pour créer une nouvelle faculté, etc., et où les investissements cumulés en Chine sont à 300 milliards. La guerre des intelligences, pour reprendre le titre de mon dernier bouquin, entre les intelligences artificielles et les intelligences humaines, entre les intelligences humaines et entre les intelligences artificielles, a des conséquences politiques extrêmement fortes. En réalité, nous sommes en train de changer de monde économique. Nous rentrons dans le troisième capitalisme. Le premier capitalisme, c'est le capitalisme marchand, qui est né à Venise. Le deuxième, c'est le capitalisme industriel, qui est né avec le charbon en 1780. Et puis aujourd'hui, nous avons un troisième capitalisme, le capitalisme cognitif, le capitalisme de la connaissance, c'est-à-dire celui de la robotique, de l'intelligence artificielle et des neurosciences. Cela réorganise profondément l'économie, cela déstabilise des couches entières de la population, et ceux qui ont lu La guerre des intelligences savent à quel point je suis très inquiet par le fait qu'une large partie de la population ne comprend rien à l'économie du big data, ne comprend rien à l'économie de la connaissance, est complètement paumé. Vous savez qu'il y a 20-25% de Français qui sont incapables de surfer sur Internet. Il y a 30% des jeunes Français qui quittent l'école sans être capables de lire un texte de 5 lignes et de le résumer. Donc, effectivement, cette différence entre les individus pose d'énormes problèmes et est à l'origine de certains des problèmes politiques qu'on va avoir. Braudel est l'historien qui a développé l'histoire longue, c'est-à-dire d'où viennent nos structures politiques et sociales. Et le problème, c'est que les technologues, souvent, ne voient pas que ce qui compte, ce n'est pas uniquement la techno, c'est la rencontre entre l'histoire, nos structures sociales, nos structures intellectuelles, nos structures politiques, et puis les technologies. En l'occurrence, les technologies NBIC, c'est-à-dire au-delà de l'intelligence artificielle, les nanobiotechnologies et la cognitique. Le monde économique dans lequel on rentre, avec le poids énorme des grandes plateformes, la démurgisation de l'économie grâce à l'intelligence artificielle, le bébé à la carte, la manipulation génétique, tout ce que vous savez, le caractère exponentiel de ces technologies-là, même sans tomber dans la mystique de la loi de Moore, et puis le développement d'une intelligence artificielle faible, mais gratuite et très puissante, restructure complètement l'économie. Par rapport à la politique, on a plein de problèmes à l'ère de l'intelligence artificielle. D'abord, les technologies d'intelligence artificielle et les plateformes ont fait imploser les médias et la communication politique. Cambridge Analytica, tout ce qui s'est passé, fragilise énormément la démocratie. Et puis derrière, les hommes politiques sont en train de demander à Zuckerberg et aux dirigeants de Google de jouer les rédacteurs en chef et de devenir les censeurs en chef, ce qui est encore aggravé notre situation. On a une crise identitaire qu'on ne sait pas gérer, on y reviendra tout à l'heure. L'intelligence artificielle est le principal outil populiste du XXIe siècle. Puisque l'intelligence artificielle augmente les écarts entre les hommes et les femmes, contrairement à ce qu'on espérait, c'est un facteur de populisme et de déstabilisation politique parce que les perdants de l'économie cognitive, les perdants de l'intelligence artificielle sont des vrais losers, abandonnés, qui sont complètement perdus. Perdus économiquement, mais aussi perdus sociologiquement,
et intellectuellement, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne comprennent pas le monde qui va beaucoup trop vite pour eux. L'ingénierie de la décision politique est totalement inadaptée, c'est-à-dire que nous n'avons pas les technologies politiques pour suivre l'intelligence artificielle. On a une désynchronisation très forte entre l'école, la politique et puis la société. L'intelligence artificielle fait émerger l'homme-dieu, notamment avec les technologies, les nanobiotechnologies, et la société est prise de vertige devant ces possibilités-là. Par ailleurs, on s'est rendu compte ces dernières années, alors qu'on pensait que la Chine ne deviendrait pas un leader de l'intelligence artificielle, qu'elle est en train de devenir première ex aequo et peut-être demain première. Et ceux parmi vous qui lisent Foreign Affairs, The Economist, et le New York Times et le Financial Times, il y a tous les 3 jours un papier qui explique que la Chine va devenir leader technologique mondial et grâce à l'intelligence artificielle. Vous savez tous que l'explosion de l'intelligence artificielle est spectaculaire, même si l'intelligence artificielle, vous le savez bien, c'est une intelligence artificielle faible, sans conscience artificielle, que je qualifie, parce que je suis vulgaire et chirurgien, de con comme une bite, mais ce qui n'empêche pas qu'elle soit capable de faire des tas de choses. On est passé très vite du premier transistor à 10 mm de large à la possibilité de mettre 15 000 transistors sur un cheveu. Je parle des transistors gravés en 7 nanomètres. Le coût du méga a été divisé par 2000 milliards. Une requête Google est égale à 10 années du programme Apollo, une seule requête Google. Et pour avoir la puissance d'un iPhone XS d'aujourd'hui, en 1961, il aurait fallu 153 000 milliards de dollars et les data centers auraient été plus gros que l'Île-de-France et la région centre réunies. Politiquement, le XXIe siècle a commencé en 89, où il s'est passé 2 choses incroyables. D'abord, la chute du mur, que tout le monde a vu, et puis un truc que personne n'a vu, qui est l'apparition du web. Le mur, ça a été un événement que tout le monde a vu, et derrière, les philosophes, notamment à Harvard, et notamment Fukuyama, ont écrit que c'était la fin de l'histoire, et Fukuyama a dit, la chute du mur, c'est non pas seulement la fin de la guerre froide, c'est aussi l'universalisation de la démocratie libérale occidentale et notamment américaine. Et il expliquait que pour le prochain million d'années, il y aurait une seule civilisation sur Terre, la civilisation libérale américaine, que la Chine, les autres, ça n'existerait pas, et qu'on avait le monopole jusqu'à la fin des temps, monopole technologique, monopole philosophique, monopole religieux, et que l'islam et la Chine seraient des nains à côté de la toute-puissance. Vous savez ce qui s'est passé derrière. Le web est passé totalement inaperçu. Le petit chercheur qu'était Tim Berners-Lee n'a été remarqué par personne. Il était extrêmement optimiste. Il était persuadé, quand il a créé le web, que ce serait un instrument de démocratisation, de diminution des écarts entre les hommes et de généralisation de la démocratie. Nous avons donc 2 utopies, une utopie politique et une utopie technologique, qui toutes les 2 étaient persuadées qu'on allait vers un monde bisounours où nous serions tous égaux, tous démocratiques, où il n'y aurait plus de fake news. Berners-Lee était persuadé qu'il n'y aurait plus de fausses informations et que la démocratie se généraliserait. Et d'ailleurs, à l'époque, à propos de la Chine, on disait le PC, en anglais, le PC, c'est la tombe du CP, Communist Party. C'est-à-dire, les technologies Internet vont tuer les régimes communistes qui ne supporteront pas la vérité que transporte l'Internet. Ces utopies bisounours n'ont pas duré très longtemps, vous le savez bien, et on a assisté à ce que j'appelle la contre-révolution numérique, c'est-à-dire l'arrivée de dictatures numériques, l'arrivée de tout un courant de pensée venant de Chine qui propose la mise en place de régimes efficaces et autoritaires. Et il y a 10 ans, tout le monde pensait que la Chine allait imploser, et en réalité, la Chine est en train de devenir, comme on le disait tout à l'heure, probablement la première puissance technologique. On attendait un mélange de Bill Clinton John et de Wikipédia. On a en réalité la guerre avec les GAFA, les BATX, le grand firewall de Chine qui verrouille complètement la Chine et que la Chine commence à exporter en Asie et en Afrique. Et on a la bataille pour la suprématie de l'intelligence artificielle. On attendait la paix universelle et un monde à la bécassine. Nous avons en réalité une guerre technologique incroyable qui est arrivée.
Washington s'appuie sur les GAFA, Pékin s'appuie sur les BATX, et ce sont des corsaires, hein, comme le roi de France avait des corsaires, c'est-à-dire des marins qui allaient attaquer les autres pays et qui reversaient au roi de France 10%, entre 10 et 30% des prises. Hein. Les corsaires n'étaient pas des pirates, ils travaillaient pour le roi de France, ils gardaient 70 à 90% et ils reversaient au roi de France 10 à 30%. Les GAFA et les BATX sont des corsaires, comme était Surcouf, à Saint-Malo. On attendait la paix universelle et on a la guerre technologique. Cette situation a 8 conséquences inattendues. Comme Huntington l'a remarqué, Huntington a expliqué peu de temps après Fukuyama que Fukuyama déconnait à plein tube et qu'en réalité, on avait le monde qui était en train de se subdiviser en 8 civilisations et que ce n'était pas du tout la paix universelle pour le prochain million d'années, mais qu'on rentrait dans un 21e siècle de guerre civilisationnelle majeure. Le deuxième truc, c'est que l'Internet est en train de se couper en deux entre un Internet chinois et un Internet américain, ce qu'il y a 5 ans déjà, le patron de Google avait noté, avec des conséquences très importantes pour la francophonie. Et si ça vous intéresse, je peux vous envoyer en PDF le papier que j'ai écrit dans l'Express il y a quelques jours là-dessus. L'Internet n'est pas un instrument qui permet la démocratie, et la Chine a transformé l'Internet et l'intelligence artificielle en un Black Mirror gigantesque. Et vous savez que les intelligences artificielles visuelles en Chine repèrent les individus par la reconnaissance visuelle en deep learning, donnent des bons points et des mauvais points. C'est ce qui fait qu'il y a déjà presque 5 millions de Chinois qui n'ont pas la possibilité de prendre le train et l'avion parce que les intelligences artificielles ont diminué leurs notes sociales et les ont fait baisser parce qu'ils crachent dans la rue, parce qu'ils ne traversent pas au feu rouge, parce qu'ils ont été trop vite en voiture, etc., etc. Autre conséquence troublante, l'intelligence artificielle va faire un infarctus à la Manif pour tous et à Sens commun, parce que ma copine Brigitte Bardot, elle va finir par déprimer, d'ailleurs je suis à 2 doigts de la mettre sous Prozac. L'intelligence artificielle joue un rôle fondamental dans les modifications biologiques et la façon dont on fabrique les bébés, depuis la façon dont on se rencontre, et la façon dont on se rencontre, c'est comme ça qui détermine les flux de gènes, et The Economist expliquait cet été à quel point les mariages et les unions et les bébés fabriqués à partir de conjoints qui sont retrouvés par les plateformes d'intelligence artificielle sont bien meilleurs, durent plus longtemps, ils sont plus heureux que quand on rencontre quelqu'un par hasard à l'église aux États-Unis, dans un bar ou à l'université. On a une désynchronisation très forte entre la politique, la technologie politique et la technologie. Et ça, c'est un facteur de grave crise. La politique ne suit plus ce qui se passe en matière technologique. On attendait la paix, on a le Game of Thrones des GAFA et des BATX. On attendait la diminution des écarts, on a une augmentation extrêmement forte des écarts. La société n'a jamais été aussi inégalitaire. Et on a une concentration de plus en plus forte des richesses, ce qui est l'une des grandes causes de la montée du populisme. Ce monde est illisible, ce monde est illégal, et les petites gens, pas vous, mais les gens qui ne comprennent pas ce monde, sont à 2 doigts de se révolter. Cette concentration, elle se fait à tous les niveaux, au niveau des individus, des entreprises, des métropoles et des pays. Au niveau des individus, vous savez tous à quel point l'intelligence artificielle est une machine à faire exploser les écarts. Le Financial Times, qui n'est pas un journal résolument mélanchoniste, s'est quand même inquiété le mois dernier du fait que chez Google, les bonus dépassent maintenant pour un seul spécialiste d'IA 100 millions de dollars par an. Les bons, hein, pas tout le monde, hein. Mais c'est pas mal. Hein. Dans la salle, je crois que personne n'a 100 millions de bonus par an. Hein. S'il y en a, je peux peut-être me tromper. C'est sûr qu'on est le siècle d'or des innovateurs et des gens qui maîtrisent bien la data comme vous. Vous êtes l'œuf en or. Le problème, ce n'est pas vous, le problème, c'est les œufs blancs. Et la montée du populisme, elle est très forte. On n'a pas réfléchi au fait que l'intelligence artificielle déstabilisait plein de métiers, plein de gens, rendait le monde très compliqué, le monde angoissant, et que les gens sont paniqués et recherchent des gens pour les réassurer. Et les gens qui rassurent le plus les gens paumés, ce sont les populistes. Au niveau des entreprises, on a aussi une concentration incroyable de la richesse. Netflix était une misérable start-up il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, Netflix vaut 150 milliards en bourse.
c'est-à-dire 75 fois plus que TF1, qui est la première chaîne de télévision européenne. On a une concentration dans les meilleures villes. Alors, ça n'est plus Venise aujourd'hui, hein, c'est la Silicon Valley, c'est la côte ouest de la Chine. Et les autres territoires se dévitalisent à une vitesse extrêmement forte. Dans la Rust Belt aux États-Unis, l'espérance de vie des Blancs non diplômés, aux États-Unis, on a des statistiques ethniques, l'espérance de vie des Blancs non diplômés est en train de chuter depuis 3 ans. Pour la première fois depuis la grippe espagnole de 1919. C'est-à-dire, les gens non diplômés sont paumés, finissent comme Dr House, comme vous savez, il y a 60 000 morts par an, non pas par overdose, mais par overdose médicamenteuse, par des gens qui prennent de la morphine prescrite par leur docteur. 60 000 morts par an, on va atteindre 100 000 morts par an aux États-Unis. Cette concentration, elle se fait au niveau des pays aussi. Les pays qui ont investi dans l'intelligence artificielle et l'économie de la data croissent très vite, et puis les autres se paupérisent. Le patron de la bourse de Casablanca au Maroc m'a appelé pour me demander si il n'y avait pas une erreur de typographie dans ce titre. Non, il n'y a pas d'erreur de typographie. Il y a 38 ans, le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine. La Chine a tout misé sur l'économie du big data, comme vous le savez, est devenu un des leaders de l'IA. Le Maroc n'a rien investi dans la science, l'éducation, la recherche, et on voit le résultat. Donc on a un capitalisme cognitif, asiatique, centralisé, qui est de moins en moins libéral. C'est le contraire. On nous avait promis en 1995 qu'on serait libéral et décentralisé. On a un impérialisme technologique autoritaire centralisé, avec un apartheid entre les gens qui maîtrisent bien l'IA et les autres, ce que Harari appelle des dieux et des inutiles, gods and useless. On a des plateformes géantes, les GAFA et les BATX, qui ont un pouvoir immense. On est dans une situation politique inverse de celle qui était envisagée. Et les choses vont très vite. La Chine, dans 18 mois, dépasse les États-Unis en budget de recherche et développement. Si on avait dit ça il y a 10 ans, on vous aurait interné directement à l'hôpital psychiatrique. Cette économie de la big data, elle crée des inégalités très fortes, donc du populisme. Elle est vertigineuse, elle concentre les pouvoirs et la richesse, elle crée des incertitudes, ce qui est anxiogène. Il y a une désynchronisation entre la science et la politique. Finalement, l'intelligence artificielle favorise énormément la dictature, elle est pro-dictature, contrairement à ce qu'on a espéré, ce que ma génération de vieux cons, quand j'ai fait du web à partir de 93-94, espérait, on était persuadé qu'on était en train d'inventer un nouveau modèle démocratique. Ça, c'est sûr qu'on s'est bien trompé. Et puis, c'est un outil de marginalisation. Il y a ceux qui maîtrisent l'IA, il y a les territoires qui sont branchés sur l'économie de l'IA, et puis il y a les autres. Il y a les winners et hélas les losers. Les winners sont plutôt contents, les losers sont à 2 doigts de faire la révolution. Pourquoi cette révolution est si rapide? Parce que l'intelligence, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir, même si ça n'est pas politiquement correct. Vous savez que l'IA faible a des caractéristiques, c'est qu'elle s'éduque plus qu'elle ne se programme. En réalité, l'IA, ça n'existe pas. Il y a toujours un mélange d'IA et d'intelligence biologique. Un microprocesseur mis sur une table de cuisine ne pense pas. Il faut toujours de l'intelligence artificielle et de l'intelligence biologique mélangées. C'est un espèce de fluide très particulier qui circule à la vitesse de la lumière, qui est mis à jour en permanence, qui est centralisé, américano-chinois, et puis surtout, qui est consommateur des meilleurs cerveaux, ce qui pose des tas de problèmes parce que l'économie de l'intelligence artificielle attire les gens les plus malins, et qu'il y a plein de secteurs industriels qui ont du mal à recruter. Dans l'automobile, ils ont du mal à recruter. C'est-à-dire, quand vous avez un très très bon ingénieur en IA automobile comme Lewandowski chez Google, qui était à 2 millions de dollars par mois, quand on lui propose 70 000 chez Renault, il n'y va pas. Les gens sont extrêmement bizarres. Donc, comment la politique va s'organiser pour qu'on coévolue, pour qu'on contrôle, qu'on organise, qu'on s'interface à l'intelligence artificielle, c'est une immense question. Et les politiques n'ont pas commencé à réfléchir à ce qu'on fait de notre cerveau à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous savez bien qu'en 2012, on a eu une énorme surprise. Les IA connexionnistes ont commencé à marcher, alors que tout le monde était en train de se décourager. En 2010, la plupart des spécialistes mondiaux du deep learning voulaient se reconvertir. Et puis tout d'un coup, on a eu
de nouveaux processeurs GPU et puis des FGPA qui permettent à la fois l'éducation et l'inférence, comme vous savez, une augmentation de la volumétrie des datas, et on a passé un seuil qui a fait réussir le deep learning. On n'a pas d'intelligence artificielle forte, vous le savez bien, et aujourd'hui, il y a deux choses qui ne bougent pas. Les IA fortes, on n'a fait aucun progrès en IA forte depuis la conférence du Dartmouth College en 1956, aucun progrès. On n'a pas avancé d'un poil sur la conscience artificielle. Et puis, on n'a pas non plus avancé sur l'intelligence biologique. On ne sait pas augmenter l'intelligence biologique. L'école nous apprend des choses, mais ni l'école ni l'université n'est capable d'augmenter le quotient intellectuel de quelqu'un. Ce qui ne veut pas dire que l'école ne sert à rien. Mais l'école n'est pas capable de réduire les inégalités. Elle peut apprendre à lire, elle peut apprendre à compter, elle peut apprendre l'histoire, elle peut apprendre la comptabilité. Mais il n'y a aucune étude qui montre que l'école ou l'université augmente le QI, ce qui est problématique. Donc, deux choses qui ne bougent pas, l'IA forte et puis l'intelligence biologique. Donc, on s'enfonce en réalité dans une complémentarité des intelligences. Et derrière, ceux qui vont le mieux réussir à organiser ces interfaces entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine vont être les vainqueurs de la géopolitique des intelligences. Je vous remonte cette photo de The Economics et The Economist, vous remarquerez que l'Europe n'est pas dessus. Donc finalement, en IA, c'est simple. Quand il y a des analyses de patterns à faire, reconnaissance d'image, reconnaissance de rythme, on fait des progrès exponentiels parce que c'est data-driven. Dès lors qu'on a des gros datasets, quand on n'a pas de gros datasets, vous savez bien que le machine learning et le deep learning ne marchent pas bien. Et puis, quand on a des problèmes complexes, transversaux, des petits datasets, on fait zéro progrès. L'IA est incapable d'analyser une problématique à petit volume de data parce que ça ne permet pas de l'éduquer au sens machine learning / deep learning. C'est la le gros malentendu. Les journalistes, quand on parle d'intelligence artificielle, ils imaginent qu'elle est intelligente, qu'elle pense et qu'elle a une conscience artificielle. Non, l'intelligence artificielle, elle est faible, sans conscience. Elle est révolutionnaire parce qu'il y a des tas de choses qu'elle fait mieux que nous, mais elle le fait sans penser et uniquement par des analyses de patterns. Et le cerveau humain va être indépassable pendant longtemps là-dessus, parce qu'en 550 millions d'années d'évolution du neurone, puisque nos neurones sont apparus il y a 550 millions d'années, pas chez l'homme, mais chez nos ancêtres, à chacune de nos générations, ceux qui avaient besoin de trop de data pour prendre une décision étaient bouffés par le tic des cavernes et ils n'arrivaient pas à la puberté. Alors je vous rappelle que nous avons dans cette salle tous 150 millions de parents. Il y a eu 150 millions de générations entre la première cellule, Lucas, et nous, 150 milliards. Et chacun de nos 150 milliards ancêtres a une caractéristique dans cette salle, il n'est jamais mort avant de se reproduire. Et s'il n'est pas mort avant de se reproduire, notamment à l'ère du neurone, c'est qu'il allait vite. Il ne faisait pas comme le machine learning, il n'avait pas besoin de 3 téraoctets et de 12 heures pour savoir si c'était un tigre ou un peuplier devant. Et vous savez combien de temps il faut et combien d'images il faut pour éduquer en deep learning visuel. Donc oui, notre cerveau, il est incroyablement efficace pour analyser à partir de tout petits datasets très très rapidement. Et le fait qu'on soit là ici prouve que ça a bien marché. Mais, cela dit, il y a des gens dont la lignée s'est interrompue, une espèce assez célèbre, hein, les dinosaures, il y a 65 millions d'années. Et bien tout d'un coup, tout le monde n'a plus de bébés, tout le monde n'a plus de petits dinosaures, et à part les oiseaux, ils ont disparu. Donc finalement, si on résume ce qui nous arrive, au-delà des fantasmes journalistiques, 2012, l'IA connexionniste explose dans ce qui concerne les patterns. Si on regarde aujourd'hui, on n'a fait aucun progrès en IA symbolique, donc tout ce qui est intelligence transversale, multidisciplinaire est totalement inattaquable par l'intelligence artificielle, ce que vous faites. On va probablement avoir des progrès en robotique vers 2035, et là, on va avoir un problème politique, c'est comment on reconvertit l'école bleue et les gens qui font du back-office. Comment on reconvertit un chauffeur routier en 2035 de 55 ans qui a quitté l'école à 16 ans, qui n'a jamais lu un bouquin? S'il est tout seul, on va trouver une solution, mais sauf qu'il y a 7 millions de chauffeurs routiers et de livreurs aux États-Unis et autant en Europe. Donc, on ne va pas les reconvertir en data scientist en 6 semaines. Il faut
politiquement y réfléchir. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Et puis, 2050, aura-t-on des IA fortes ou pas? Personnellement, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on n'est pas prêt de voir des IA fortes avec conscience artificielle. Je pense qu'on peut avoir des IA faibles très utiles, très puissantes, mais en tant que neurobiologiste, en tant que chirurgien, en tant que docteur, qu'on arrive à faire avec une IA une conscience artificielle, je pense que ça va prendre un certain temps. Mais il n'y a pas, comme vous le savez, il n'y a pas deux avis pareils. Et il y a une neurobiologiste spécialiste d'IA qui disait de façon très drôle, « Oh, moi j'ai une idée très très précise de quand va arriver les IA fortes. Entre 10 et 1000 ans. » L'intelligence artificielle est con, mais elle voit des choses qu'on ne voit pas. Hein, et vous savez bien que The Economist s'est inquiété récemment qu'en deep learning, l'IA, sur une simple photo de nous, arrive à déterminer assez précisément notre quotient intellectuel et notre sexualité. Ce qui pose bien sûr des problèmes de sécurité dans les pays où l'homosexualité est punie de mort, comme le Pakistan ou l'Égypte. Donc ce monde-là, il augmente la complexité pour les individus, pour les gens, il augmente l'imprévisibilité pour les entreprises et le taux de faillite, il augmente les inégalités à l'intérieur des territoires et il est vertigineux pour l'humanité. Tout ceci est parfaitement adapté pour nous faire une bonne petite crise populiste. Le monde est illisible, plein d'entreprises vont être chamboulées, les inégalités explosent entre vous. Il ne s'agit pas que d'une inégalité monétaire, c'est aussi une inégalité dans la capacité de comprendre le monde et d'agir sur le monde. Et puis les autres. Alors, voyons quelles sont les conséquences politiques des quelques scénarios qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle. Alors, les scénarios Hollywood, le scénario cyborg, comme dans Edge of M, où effectivement on upload nos cerveaux, on les fusionne avec les IA, on garde notre corps quand même. Ce n'est pas Kurzweil de chez Google, on n'abandonne pas notre corps. Alors, ça conduit à quoi comme modèle politique? Je ne sais pas bien. Il y a le scénario singulariste. Ça, vous le savez, c'est l'explosion de l'intelligence à partir des années 2035-2040. Hein. Son est en train d'investir 100 milliards, puis un deuxième fonds de 100 milliards, pour que ces robots, puisque c'est lui qui a racheté à Google Boston Dynamics, aient 10 000 de quotient intellectuel entre 2035 et 2040. 10 000 de QI, quand vous savez que l'homme le plus intelligent sur Terre avait 235. Ça pose un petit problème politique. Comment on régule ça? Alors d'abord, comment on régule ça pour qu'ils ne nous foutent pas sur la gueule s'ils ont vraiment 10 000 de QI? Ce que je ne crois pas, je ne pense pas qu'on aura des robots à 10 000 de QI en 2035, je vous rassure, mais dans l'hypothèse où on l'a, la régulation politique n'est pas simple. Moi, personnellement, et pourtant je ne suis pas un technophobe, je suis partisan de démasculer les intelligences artificielles fortes et les embryons de conscience artificielle. Parce que dans l'hypothèse où ça existerait, et je n'en suis pas du tout persuadé. Alors ça conduit à toutes les dystopies que vous imaginez, avec plein de misères et plein de malheurs politiques. Au mieux, ça conduit à Ex Machina, mais comment gère-t-on politiquement Ex Machina? Là, en plus, je ne sais pas très bien. Alors, il ne faut pas se moquer des scénarios d'IA forte et des scénarios singularistes. Dans Le Monde de la semaine dernière, Wang, qui est mathématicien à l'EPFL de Lausanne, a fait un papier en disant c'est pas sûr qu'on ait des IA fortes, mais enfin, on ne peut pas exclure. Et il dit moi, je n'exclus pas qu'on ait des IA fortes dotées de conscience artificielle dès 2025. Vous l'avez compris, ce n'est pas mon scénario, mais il y a des gens qui le pensent. Si on a des IA fortes en 2025, on a quelques petits bouleversements politiques et philosophiques et militaires. Parce que s'il y a un pays qui a des IA fortes en premier, vous voyez bien que c'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas d'IA fortes. Dans la guerre des intelligentes, parce que tous ces scénarios conduisent après à ce qu'on fusionne avec l'IA, parce qu'on abandonne notre corps et puis on devient pur esprit en uploadant nos cerveaux. Moi, j'ai dans la guerre des intelligences dit que c'est un scénario qui me révulse, parce que la mort du sexe et la mort de la bouffe, vous avez une intelligence artificielle forte, elle ne mange pas, hein, et elle ne baisse pas non plus. Ça me révulse, et d'ailleurs la conclusion de la guerre des intelligences, c'est qu'il ne faut pas accepter ces scénarios singularistes et il faut sauver le guide Michelin. Il faut continuer à... Alors bien sûr, ça pose un problème. Que devient l'argent? C'est une vaste question.
Après, il y a les scénarios apocalyptiques. Bon, je vois qu'entre Macintosh et Windows, il y a encore des petits problèmes de typo. Après, il y a les scénarios apocalyptiques. Alors, le scénario de la fin du travail, les empereurs romains, Élisabeth Ier d'Angleterre, Malthus, il y a plein de gens, même Pauling aux États-Unis, qui ont dit que la technologie va tuer le travail. Je n'y crois pas, personnellement, donc je n'envisage pas les conséquences politiques de la mort du travail, parce que je pense qu'on a du travail pour très longtemps, et qu'il y a les petites vieilles, il n'y a que les petites vieilles ménopausées qui pensent que la fin du travail va arriver. Pardon, excusez-moi, c'était un propos maladroit, je vais avoir un procès. Après, vous avez le scénario collapsologique. Alors, la collapsologie, il y en a eu plein de scénarios. C'est le scénario de fin du monde. 6 mois avant la première automobile, le Times de Londres avait fait sa couverture sur le fait que Londres allait mourir à cause de meth et de mètres de crottin de cheval qui allaient tuer d'infections et de maladies tous les Londoniens. Et avec l'idée qu'en 1920, Londres serait recouvert de tellement de mètres de crottin qu'on serait noyé dans le crottin et qu'on serait malade et que tous les Londoniens allaient mourir. 6 mois plus tard, arrivait la première automobile et il n'y avait plus de crottin quasiment en 1920 à Londres. Alors, dans un article clivant, comme je fais souvent, j'ai montré, mais je peux vous le passer aussi, j'ai montré qu'on parle du glyphosate aujourd'hui comme on parle de la masturbation en 1880. Hein. Vous savez qui a généralisé la masturbation aux États-Unis? Parce qu'ils n'étaient pas... La circoncision, pardon. Ils n'étaient pas circoncis aux États-Unis. Eh bien, c'est Kellogg's, l'inventeur des cornflakes. Il était médecin, Kellogg's. C'était un riche industriel, mais il était médecin. Et donc, à l'époque, on pensait que la masturbation entraînait une liste de 223 maladies. La tuberculose, le cancer, les maladies de reins, l'épilepsie, tout. La surdité, bien sûr, mais pas que. Et alors, Kellogg's avait inventé 2 techniques pour que les enfants n'aient plus de maladies, par l'intermédiaire de la suppression de la masturbation. C'était, chez le garçon, à 13 ans, la circoncision à vif, sans aucune anesthésie, en culpabilisant l'enfant chaque jour, en lui expliquant qu'on lui faisait ça parce qu'il avait péché. Et il disait après, il ne se masturbe plus. Et chez la jeune fille, à 12 ans, il mettait sans anesthésie toujours de l'acide phénique pur sur le clitoris. Et il expliquait que ça marchait extrêmement bien. Les jeunes filles n'ont plus de pensée contre nature et elles n'ont plus de maladie derrière. Donc cette folie qu'avait la médecine avec la masturbation et la circoncision qui était censée protéger contre toutes les maladies en supprimant la masturbation, on retrouve pas mal de patterns psychanalytiques communs dans l'affaire du glyphosate. Donc je me suis un peu moqué des collapsologues. Et d'ailleurs, on a connu la décroissance. 1942, on était locavore, hein, on faisait pousser des rutabagas sur son balcon. C'est pour ça que la génération de nos grands-parents détestait les rutabagas. On allait en vacances au bois de Boulogne. On avait une empreinte carbone nulle. Il faisait 15 degrés dans les intérieurs. Et on avait une ration de viande de 12 grammes tous les 3 jours. C'est sûr qu'on... c'était pas la décroissance heureuse. Alors, les scénarios collapsologiques, hein, ils ont un inconvénient, c'est qu'ils poussent les gens de votre génération, pas vous, mais beaucoup de gens à dire le monde va mourir. Donc, c'est pas la peine de se battre, c'est pas la peine de lutter, et ça incite les jeunes générations à prendre du Prozac au lieu de vivre pleinement ce siècle vertigineux, certes, mais également fascinant. Après, il y a un scénario qui, moi, me préoccupe beaucoup, et je partage cette crainte avec Harari hein, dans Homo Deus, c'est le scénario d'apartheid intellectuel, c'est-à-dire de séparation entre ceux qui pigent ce monde et ceux qui ne le pigent pas. Je ne suis pas sûr que la musique soit parfaitement adaptée à ce que je raconte, mais bon, comme je ne suis pas paranoïaque, je ne pense pas que ce soit un complot, mais c'est vrai que c'est pas... Est-ce que la démocratie peut survivre s'il y a des écarts très importants entre individus ? S'il y a des gens qui sont complètement paumés dans le monde de demain, qui savent à peine lire et écrire, et d'autre part des gens qui se font des couilles en or dans l'économie de l'IA, avec des bonus à 100 millions, est-ce que la démocratie survit? Je ne le crois pas. Donc le lien entre IA et politique, ça vous fait marrer la musique, hein. Vous pourriez y compatir. Je pense que les écarts de
de revenus et de pouvoir à l'ère de l'intelligence artificielle sont extrêmement graves et que le risque évoqué par Harry est vrai. Mais il n'y a pas que les problèmes monétaires, il y a aussi le fait que les gens sont paumés. Le patron de Google, pas le fondateur, mais le CEO actuel, expliquait récemment dans le Guardian qu'il avait peur que les gens trouvent que ça va trop vite l'IA. Et que les gens soient paumés par la technologie. Et se sentent abandonnés dans trop de technologies. Ça aussi, ça fragilise la démocratie indépendamment des écarts de revenus et de salaires. Alors, on a vu tout à l'heure que l'intelligence, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. Et bien évidemment, ça ne vous a pas échappé qu'on a commencé à industrialiser l'intelligence artificielle faible sans démocratiser l'intelligence biologique. La machine à partager l'intelligence biologique n'existe pas. On sait partager par la sécurité sociale et par l'impôt, on sait partager un peu l'argent. Enfin, il y a des gens qui trouvent qu'on ne partage pas assez, mais on sait un peu partager. Alors qu'en revanche, on ne sait absolument pas partager les capacités intellectuelles. La machine à augmenter le QI des gens moins doués, ça n'existe pas. Donc on a un écart très important entre l'IA qui galope et l'intelligence biologique humaine qui n'augmente pas. C'est l'une des courbes les plus politiquement incorrectes que je vous montrerai. Bien évidemment, à l'ère de l'intelligence artificielle, plus on est malin, plus on est influent, plus on est riche et plus on comprend le monde. Et d'autre part, plus on est malin, plus on apprend vite. Donc on a un vrai problème. Les gens qui vont être le plus impactés par l'IA sont aussi les gens qui vont apprendre moins vite. Et ce serait un mensonge de dire que de se réadapter professionnellement à l'IA va être plus facile pour un chauffeur routier que pour vous. Ce serait un mensonge politique, bienveillant, bien pensant, mais ce serait un mensonge politique. Vous allez pouvoir vous former tous les 5 ans. Il y a des tas de gens qui vont avoir plus de mal à changer de boulot tous les 5 ans. Et d'ailleurs, je prépare un papier sur la connerie la plus grosse que disent les politiques en ce moment. Sans arrêt, dans les émissions télé, les politiques croient bien faire et ils disent « Vous, Français, vous allez devoir changer de métier tous les 5 à 7 ans. » Si vous voulez que les gens soient sous Prozac et votent pour les extrêmes, c'est exactement ce qu'il faut dire. 80% des gens sont paniqués par cette assertion. Vous, de changer de boulot tous les 5 ans, ça vous fait bander, au sens métaphorique du terme. Quand vous avez du mal à apprendre, que vous ne savez pas lire un manuel, que vous avez eu du mal à apprendre votre petit boulot d'aujourd'hui en 20 ans, on vous explique que vous allez changer de métier tous les 5 ans? Les gens vont devenir fous. Les politiques qui ont fait l'ENA ou l'X sont irresponsables. La plupart des gens ont du mal à apprendre des choses nouvelles. Ils n'ont pas du tout envie de changer de métier tous les 5 ans. Donc, bien évidemment que les capacités intellectuelles ne mesurent pas notre dignité. Nous sommes tous aussi dignes qu'on ait un haut QI ou un bas QI. En revanche, notre quotient intellectuel, il mesure extrêmement bien notre capacité à profiter et à résister à l'intelligence artificielle. Alors, je vais m'enfoncer un peu plus dans l'horreur. Et je passerai par une petite porte dérobée pour que les mélenchonistes ne m'égorgent pas à la sortie. Mais je voudrais juste, par un exemple violent, vous montrer la différence entre l'économie d'avant et l'économie d'aujourd'hui. Vous prenez 3 crevures comme moi et je remplace un déménageur de piano. Et Dieu sait, non pas Dieu sait parce que je suis athée, mais et on peut constater que je suis vraiment... D'ailleurs, ma fille se moque souvent de moi. Et donc, vous prenez 3 avortons comme moi, je remplace un déménageur, ou vous en prenez un comme moi et je vais faire le boulot en 3 heures du boulot que ferait un déménageur en 1 heure. C'est un ratio de 1 à 3, 1 à 4. Mais à l'ère de l'économie de la connaissance, les écarts sont beaucoup plus importants. Vous pouvez prendre 1 million de chauffeurs routiers ou d'ouvriers agricoles et les mettre dans une grande pièce ou dans un stade, ils ne vont pas faire le boulot d'un data scientist. C'est ignoble, mais c'est la réalité. Il n'y a pas de substituabilité de l'intelligence dans l'économie dans laquelle on rentre, hélas. Et ça crée des écarts extrêmement importants et qu'on va avoir beaucoup de mal à régler. La réalité, c'est qu'au XXIe siècle, la seule vraie politique sociale, c'est de diminuer les écarts de capacité intellectuelle et donc d'augmenter le quotient intellectuel des gens qui ont du mal professionnellement. Mais on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Il n'y a aucune technologie sur Terre pour augmenter le quotient intellectuel. Aucune.
La technologie éducative, je le répète, elle sait apprendre des choses, mais elle ne sait pas augmenter les capacités intellectuelles, hélas. Hélas. Donc on va avoir un petit problème, et d'ailleurs, la plupart des profs pensent que l'intelligence n'est pas du tout innée, qu'elle n'est pas du tout génétique, qu'elle est purement environnementale. Donc en 2030, on va demander aux profs, mais pourquoi vous, dans tel quartier difficile, vous avez de si mauvais résultats avec vos élèves? Si rien n'est génétique et tout est environnemental, vous devriez avoir des élèves aussi bons qu'à nuit. Et donc les profs vont être les boucs émissaires du fait qu'on pense que l'école peut tout. Ce qu'on appelle aux États-Unis le schoolisme, c'est-à-dire de penser que l'école est capable de régler tous les problèmes de la société et est capable de diminuer les inégalités. Cette crainte, elle est renforcée aux États-Unis parce qu'elle croise une dimension identitaire et communautaire. Hein, vous connaissez tous le procès qui a lieu à Harvard en ce moment. Qui ne le connaît pas? Les associations asiatiques ont attaqué Harvard depuis 2014 et il y a 64 associations asiatiques qui ont fait un procès fleuve à Harvard. Elles ont démontré qu'il faut, quand on est asiatique, 150 points de plus au SAT, qui est le test de QI qu'on utilise dans les facs américaines, que les Blancs pour entrer à Harvard, 270 de plus que les Hispanos et 450 de plus que les Afro-Américains. Et Harvard dit c'est normal, on veut une représentation équilibrée. Et les Asiatiques disent mais non, pas du tout. On est 4% de la population et on n'est que 23% à Harvard. Or, d'après les tests, nous devrions être 43%. Et bientôt 50%. Et Harvard dit non, on ne peut pas. Parce qu'il faut bien que les autres minorités ethniques soient représentées. Donc nous refusons de juger les candidats à l'entrée d'Harvard en fonction de leur capacité. On n'est pas habitué à traiter ça. Hein. On est habitué à traiter la discrimination positive au sens nous, méchants blancs, je parle des blancs, nous, méchants blancs, avons oppressé les hispanos et les afro-américains. Mais là, les blancs sont confrontés à des gens qui veulent prendre le pouvoir et qui gagnent plus qu'eux et qui veulent piquer toutes les places dans les grandes facs américaines et pas seulement à Harvard. Sur la côte ouest, où il n'y a pas ces mécanismes pour défavoriser les Asiatiques, ils sont entre 50 et 70% dans les facs. Derrière les inégalités de revenus, on a quelque chose qui est terrible. Aux États-Unis, on a les statistiques de revenus depuis 50 ans par race. Les Asiatiques gagnent maintenant 30% de plus que les white people. Les Hispanos, vous voyez, 81 431 contre 65 041. Les Hispanos sont à 47 000 et les Blacks, les Afro-Américains, mais dans les statistiques de revenus, ils sont appelés Blacks par le gouvernement américain. Hein. Ce sont les chiffres du Census Bureau, hein, ça fait partie du ministère de l'Intérieur aux États-Unis. Et donc il y a un écart de 2,1 entre les Asiatiques et les Afro-Américains aux États-Unis. Quelle qu'en soit la cause, et les généticiens américains se battent avec les sociologues là-dessus, quelle qu'en soit la cause, la seule chose qu'on peut constater, c'est qu'à l'ère de l'économie du big data et de l'intelligence artificielle, toutes les communautés n'en profitent pas pareillement. Et que la communauté asiatique profite davantage de l'économie qui se construit que d'autres communautés, y compris même que la communauté blanche. La peur, derrière toutes ces questions difficiles, la peur de la fin de la démocratie a fait l'objet de 18 livres depuis 12 mois dans les pays anglo-saxons. La peur, c'est que les extrêmes l'emportent. Moi, personnellement, j'ai rien contre Mélenchon et j'aime bien son côté tribun, mais ce que le syndicat Vigie mélenchoniste a écrit la semaine dernière me révulse. Ils ont comparé la perquisition à la France insoumise à la nuit des longs couteaux où Hitler a fait assassiner 300 personnes. C'est d'une violence incroyable. Nous retrouvons une violence qui est politique, qui est celle des années 30. Je pense que c'est dangereux. On a plein de raisons d'avoir une montée du populisme et de la violence politique. Ce n'est pas la peine d'en rajouter sur le feu pour avoir une révolution ou le retour de la violence politique, hein, qui n'a disparu qu'il n'y a pas très longtemps. Je vous rappelle qu'en 1980,
le patron des patrons en Allemagne, Schleyer, a été assassiné. Le Premier ministre italien a été découpé en morceaux, enfin a été zigouillé et mis avec ses gardes du corps dans le coffre de sa voiture. Et le patron de Renault, qui n'avait même pas de garde du corps, a été assassiné dans le dos par un commando d'action directe. Oui, comment gérerait-on politiquement un monde à la Elysium, pas forcément entre l'espace et la Terre, mais vous savez que plusieurs des milliardaires de l'intelligence artificielle et du numérique aux États-Unis ont des projets d'îles géantes au large de la Californie pour s'éloigner du peuple et pour être militairement protégés des useless. Effectivement, le scénario d'apartheid conduit dans un deuxième temps à ce que les gens aillent soit se foutre dans l'espace, soit se mettre sur des îles sécurisées. Mais je pense que les milliardaires du numérique, s'il y a des bateaux de type Aquarius qui arrivent, ils tireront dessus, contrairement à ce que nous faisons, nous. Il y a le scénario ludite, c'est le scénario dans lequel on refuse la technologie. Après, il y a des scénarios que je qualifierais de reine rouge, le scénario où finalement tout le monde galope et où on n'arrive pas à s'arrêter dans la course à l'intelligence artificielle. Vous savez que tous ici, autant que nous sommes de culture judéo-chrétienne, qu'on soit athée, juif, musulman, on est plutôt de culture judéo-chrétienne, c'est-à-dire qu'on pense que l'homme n'a pas tous les droits sur la nature et n'a pas le droit d'être transhumaniste, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire homo deus. Mais cet héritage du christianisme, qui va au-delà de la religion chrétienne, n'est pas du tout la vision qu'ont les Chinois. D'ailleurs, nous sommes issus d'un monde petit, beaucoup moins transgressif que le monde chinois. La Chine a, comme vous savez, pas respecté le moratoire mondial sur les modifications génétiques sur embryons humains, et la semaine dernière, elle a fabriqué des souris à partir de 2 mamans, sans spermatozoïdes, sans papa, c'est-à-dire uniquement avec 2 ovules. On peut faire la même chose chez l'homme assez rapidement, et on peut aussi le faire à partir de 2 spermatozoïdes. Certains, c'est un peu plus compliqué à cause du chromosome Y, mais ça n'est pas impossible. Et d'ailleurs, il y a certains homosexuels, certains groupes homosexuels qui aimeraient bien pouvoir faire ça de manière à ce que l'enfant d'un couple gay soit l'enfant biologique des deux et pas uniquement l'enfant biologique, parce que vous savez qu'une GPA, ça coûte 160 000 $ aux États-Unis, et qu'un couple gay a besoin de 2 GPA pour avoir 2 enfants, puisqu'en fait, ce n'est pas l'enfant, et ça coûte 320 000 $. Ce qui a donné lieu au psychodrame entre Fogiel et les journalistes. Vous avez peut-être vu ça chez Ruquier la semaine dernière. Bref, on est des enfants de cœur face aux Chinois, qui sont beaucoup plus transgressifs que nous, et Kai Fu Lee, dans un livre extraordinaire qui ne vaut qu'un euro sur Kindle, et que je vous conseille tous de lire, a très bien décrit comment la Chine cherche à nous baiser, industriellement et technologiquement parlant. Il est remarquable, c'est le meilleur livre sur l'intelligence artificielle. Lisez-le après avoir lu La guerre des intelligences. L'Europe, à côté de ça, est complètement castrée, et le RGPD est une catastrophe qui avantage considérablement les géants du numérique. Vous avez d'ailleurs vu que le seul acteur, depuis que le RGPD est lancé, qui a augmenté ses parts de marché en Europe, c'est Google, comme prévu. Après, il y a les scénarios optimistes, mais qui posent plein de problèmes politiques, c'est-à-dire le fait qu'on tue la mort, on crée on fait de l'homme une espèce multiplanétaire, comme le veut Musk, on fait de l'augmentation cérébrale, on fait des bébés à la carte, etc. On devient vraiment homo deus. La mort de la mort que Google essaie de développer au travers de sa filiale Calico, qui est destinée à nous rendre immortels. Admettons que tout ceci réussisse, ce que j'avais prédit dans La mort de la mort il y a quelques années, c'est-à-dire l'entrée de Google dans le business de l'immortalité. Comment on régule politiquement ça? Une fois que les gens sont immortels, une fois qu'on fait des bébés à la carte, une fois qu'on est tout puissant, comment on régule politiquement? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec le régime politique actuel. Après, vous avez un autre scénario qui pose encore plus de problèmes politiques, c'est le scénario de l'engrenage neurotech, où on se dit, bon, l'école n'arrive pas à augmenter le QI, mais on va utiliser des technologies pour le faire.
Alors, vous avez Musk avec Neuralink, ces implants intracérébraux, qui veut mettre des microprocesseurs dans quelques années dans le cerveau de nos enfants pour qu'ils soient compétitifs face aux petits Asiatiques, aux petits Chinois et face à l'intelligence artificielle. Vous admettrez que ça pose quelques problèmes de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants. Alors, moi, mes enfants sont grands, mais mes petits-enfants, j'ai encore un doute sur l'opportunité d'ouvrir le crâne pour mettre les microprocesseurs de Musk. Et puis, vous avez les Chinois qui réfléchissent beaucoup à l'eugénisme, c'est-à-dire l'augmentation des capacités intellectuelles. 50% des jeunes Chinois souhaiteraient utiliser la génétique pour augmenter le QI de leur bébé. Tout ceci crée un monde un peu curieux, dont la régulation politique n'est pas simple, et surtout que derrière, il n'y a pas de limite aux neurotechnologies. Et le patron de Netflix, dans une conférence de presse il y a 1 an et demi, a annoncé que le business model futur de Netflix, ça n'est pas de nous louer des MP4, c'est de nous donner des pilules, comme dans le film Total Recall, pour que l'on vive le film. Vous vous souvenez de Total Recall Vous savez que ça se passe très mal, il fait une crise schizophrénique. J'espère que chez Netflix, il y aura moins d'accidents psychiatriques. On aura bien sûr des neuro-fake news en manipulant les implants intracérébraux. Politiquement, comment on gère cet engrenage neurotechnologique, je n'en ai là encore pas la moindre idée, mais il va bien falloir, si ça arrivait, qu'on y réfléchisse. Après, on a le scénario d'Amazon. Vous savez que Jeff Bezos investit énormément dans la conquête spatiale et a déclaré il y a 14 mois qu'il souhaitait envoyer 1000 milliards d'astronautes terriens dans l'espace. Pas 1000 millions, 1000 milliards. Ça suppose, vous l'avez compris, qu'on utilise l'utérus artificiel pour fabriquer plein de bébés astronautes. Ça pose encore quelques problèmes politiques et philosophiques qui n'ont pas fini de faire des ulcères chez Sens Commun, à la Manif pour tous, et pas seulement. Bien sûr, le problème politique, c'est qu'une fois qu'il y a des terriens sur plusieurs planètes, comment gère-t-on politiquement ça? Vous vous souvenez dans Star Wars à quel point le Sénat intergalactique est bordélique, bureaucratique et difficile à gérer. Je vous laisse imaginer toutes les déclinaisons possibles. Après, il y a le scénario où on reste une colonie numérique et où on n'arrive pas à échapper à l'emprise des GAFA. Vous savez que Kurzweil, chez Google, expliquait que Google nous connaîtra mieux nous pourra répondre à nos questions avant qu'on l'ait posé la question, et nous connaîtra mieux qu'on se connaît nous-mêmes, et qu'on aura rapidement, c'est une technologie un petit peu différente de Neuralink, des connexions directes made in Google dans notre cerveau pour que Google puisse communiquer avec nous plus rapidement. La régulation politique d'un tel monde n'est pas évidente. Après, on a les scénarios pas rigolos. Alors, si j'étais vulgaire, je dirais casse-couille, mais j'ose pas. Les scénarios d'hyperrégulation. Les nanobiotechnologies permettent de faire des virus dangereux. On a des IA qui deviennent hostiles. Et dans cette hypothèse-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on hyperrégule. C'est-à-dire qu'on diminue la liberté politique de manière à fliquer tout le monde et être certain que personne ne fabrique d'IA méchante, que personne ne fabrique de méchants virus. Vous savez qu'il y a 3 ans, Bill Gates a dit il va être assez facile de fabriquer des virus capables, par bio-ingénierie, de tuer 30 millions de personnes la première année. Après, on a le scénario signe noir, totalement incertain. Je passe rapidement parce que j'ai beaucoup dépassé mon temps. Les signes noirs, il y en a toujours et puis on ne les voit jamais. En 1917, les maréchaux Ferrand étaient euphoriques, ça a été leur meilleure année. 6 mois plus tard, tous les chevaux partaient à l'abattoir avec l'arrivée massive de l'automobile en Europe et aux États-Unis. Jamais les maréchaux Ferrand se sont fait des couilles en or pareil qu'en 1917. Parce que c'est le pic des chevaux. Mais leur business model n'a pas duré. C'est comme la publicité dans la presse papier en 2000. Le pic était en 2000 et ça s'est effondré dès 2001 pour ceux qui étaient de... Peut-être monsieur qui était de... Non, vous êtes trop jeune. Alors vous avez un scénario politique rigolo, c'est le scénario de Lewandowski. Donc Lewandowski était un développeur phare chez Google qui a créé une religion basée sur l'IA. Il veut fabriquer une IA qui nous dira ce qu'il faut faire comme boulot et qui nous dira comment nous organiser politiquement et philosophiquement. Un espèce de grand papa, une nouvelle religion qui n'est pas un dieu traditionnel, qui est un dieu fabriqué par nous, un dieu IA forte. Là encore, je ne vous fais pas de dessin sur la difficulté à réguler ça politiquement. Puis après, bien sûr, on a les scénarios inattendus. Il y a un vrai danger politique derrière le scénario de la déqualification. Yann Lequin avait dit il n'y a pas très longtemps
on va rapidement voir, notamment en médecine, le fait que l'intelligence humaine est limitée, même si l'intelligence artificielle n'a pas de conscience artificielle. On commence à le voir. Google a fait dans plein de domaines des percées extraordinaires. L'IA dépiste le risque suicidaire mieux que les meilleurs psychiatres. L'IA détermine le jour de notre mort beaucoup mieux que les cardiologues. Je ne vous fais pas de dessin sur les cancers. Récemment, il y a eu une émission de reality, un reality show extraordinaire en Chine qui opposait les meilleurs radiologues chinois à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a écrabouillé les meilleurs radiologues chinois. Dans l'échographie, l'IA fait 97% contre 70 à 80% pour les vrais cardiologues. Et dans le dépistage des micrométastases des ganglions, la nouvelle IA de Google, l'ANA, fait 99% contre 62% pour les docteurs. Vous voyez que assez rapidement, on va interdire aux docteurs de porter un diagnostic cancérologique sans l'avis de l'IA. Alors vous exigerez, mais les gens qui ne connaissent pas bien, ils pourraient ne pas exiger. Donc la loi l'exigera. Je passe sur les détails. Hinton, aux États-Unis, a conseillé aux doyens des facs de médecine d'arrêter de former des radiologues. Et Kai-Fu toujours, il a dit, les médecins ne vont pas disparaître, mais à l'horizon 2030, ils vont devenir des compassional caregivers qui seront inter-infirmiers, inter-techniciens, inter-assistantes sociales. Vous imaginez, quand vous êtes, moi je suis chirurgien, bac plus 11 pour la chirurgie, si ça nous enthousiasme d'être assistante sociale en étant bac plus 11. Ce scénario de déqualification par l'IA, où finalement un fox terrier avec l'IA fait mieux qu'un docteur, a une conséquence politique majeure, c'est que ça conduit à une crise des classes moyennes. Et vous savez que quand les classes moyennes vont mal, comme dans les années 30, les extrêmes sont au pouvoir pas beaucoup de mois derrière. Après, donc, là, je vais passer rapidement. Après, on a les scénarios doux où on arrive à magnifier nos différences et à évoluer tout doucement, notamment en fusionnant la GRH et l'IT dans les entreprises et en manageant intelligemment la fusion entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. On a un autre scénario doux, c'est un scénario dans lequel on arrive à trouver des méthodes éducatives pour diminuer les écarts intellectuels et éviter l'apartheid intellectuel. On réussit la transition cognitive, qui est beaucoup plus importante que la transition énergétique. On arrive à assurer la complémentarité du neurone et du transistor. Ça suppose de rénover complètement l'école. Vous savez qu'il y a deux écoles sur Terre, l'école des intelligences artificielles et puis le machine learning au sens large du terme, et puis l'école des cerveaux biologiques. L'école des cerveaux biologiques a une caractéristique, c'est que ça dure très longtemps, il faut 30 ans pour fabriquer un cerveau, et puis parfois on ne fabrique pas des cerveaux, parce que si on a un gamin qui fume trop de hache, il peut être un peu neuneux, c'est que le hache fait perdre 8 points de QI. Donc entre le coït et le diplôme, il se passe beaucoup de temps. Tout le monde sait comment on fait les bébés ici. Non, parce qu'on m'a dit que parfois il y avait des geeks qui avaient du mal, qui étaient timides avec les filles, donc je me méfie. Donc, si on veut que l'école de l'intelligence artificielle et l'école de l'intelligence biologique évoluent au même rythme, pour créer une société de solidarité intellectuelle, il faut développer des nouvelles pédagogies, mais on n'a pas la techno, vous le savez bien, et la totalité des livres et des études récentes sont assez désespérantes, y compris en matière de formation continue. Pour ceux qui s'intéressent à la formation continue, je vous invite tous à télécharger le Mirage, qui est une magnifique étude américaine, qui est en PDF gratuit, qui évalue l'efficacité de la formation continue aux États-Unis, et dont la conclusion est la formation continue n'a aucun impact sur la productivité et la formation des salariés. Ce qu'il faut faire pour augmenter le niveau des salariés, c'est de recruter des salariés plus intelligents. Les former ne sert à rien. Je ne vous ai pas dit que cette keynote serait un torrent de propos bienveillants. Quant à Thiel, vous savez qu'il paie les jeunes gens les plus brillants de Californie pour qu'ils ne fassent pas d'études, considérant que c'est du temps perdu de faire des études en 2018. Bref, si on veut créer une société de solidarité, il faut qu'on soit malin. Vous êtes tous dans le domaine de l'IT ou codeurs.
Moi, je m'insurge et je me bats. J'ai écrit que c'était une connerie de vouloir faire que tout le monde soit codeur, hein, que tout le monde connaisse le numérique, bien sûr, mais l'idée conne selon laquelle tous les enfants doivent apprendre le code est ridicule et conduit à des déceptions énormes. Tous ces gamins qu'on forme au code, alors qu'ils ne peuvent pas être codeurs, sont profondément meurtris, déçus et tristes. Je ne parle pas de former au numérique, je parle de former des codeurs. Il faut faire attention. Je m'excuse là encore de ne pas être politiquement correct. Il faut 115-120 QI pour être codeur. Ça représente 15 à 20% de la population. Ce n'est pas vrai que tout le monde va être codeur compétitif. Surtout quand une partie du code va être générée par l'IA progressivement dans les décennies qui viennent. Donc politiquement, il faut faire attention à ne pas tenir des propos qui sont des propos dangereux. Je me suis opposé à Sadirac, le patron de l'école 42, dans le point sur ce sujet-là. Les politiques doivent être responsables. De dire tous codeurs aux enfants, c'est aussi con que de dire à un enfant myopathe « lève-toi et cours ». Et c'est profondément sadique. Bref, quand il faut plutôt conseiller aux gamins de s'éloigner du big data, sauf si on est très 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 bon. Il vaut mieux être dans un univers où il n'y a pas beaucoup de data, parce que comme ça, l'IA va être nulle et ne va pas vous concurrencer. Donc en réalité, sauf les gens comme vous, il faut conseiller aux gens moins doués, qui comprennent moins bien l'économie de la data, de fuir le big data. Il faut aller là où il n'y a pas de dataset. Comme ça, vous ne serez pas concurrencé par l'IA. Plus vous allez dans des endroits où il y a des gros datasets, comme la radiologie, plus l'IA va vous écrabouiller, même si vous êtes Bac+10. Donc le conseil qu'on donne, aller vers le big data, est un conseil parfait pour les gens de haut niveau. Pour les autres, c'est une connerie. Quand on est moins bon en traitement de la data, eh ben, il faut aller dans des secteurs où l'IA est incapable pour les 30 années d'aller et de vous concurrencer, c'est-à-dire dans des univers où il y a des petits datasets de data. Donc il faut aller vers les gradients de basse quantité de data, sauf exception. Et vous, vous êtes plutôt à gauche, les gens qui doivent aller là où il y a plein de data à traiter. Donc il faut fuir le volcan du big data. J'ai fini. Une minute. Non. En réalité, je pense sincèrement que les geeks ont une responsabilité immense, je vous le disais en introduction, et qu'ils doivent faire de la politique. Le monde de demain, il y a deux modèles. Il y a un modèle autoritaire à la chinoise pour devenir un grand leader technologique, et puis il y a un modèle démocratique dans lequel on aurait des politiciens moins nuls, notamment sur le plan de l'économie de la data, de la science. Il faut que les gens comme vous, qui êtes bons dans la science et la techno, vous alliez faire de la politique. Parce qu'on ne peut pas laisser la politique et donc l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants à des apparatchiks nuls en technologie, à l'ère où la technologie est fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de la technologie. En réalité, notre avenir va être construit par le couple de la politique, qui va réguler la technologie, et de la technologie. Et les régulateurs de la technologie, ça ne peut pas être des apparatchiks politiques qui ne connaissent pas la vraie vie. Il faut que ce soit des gens qui connaissent la technique comme vous. C'est pour ça qu'il est fondamental pour l'avenir de notre démocratie que les gens comme vous s'engagent en politique ou qu'ils s'engagent. Ce n'est pas un message militant que je porte. Je vous remercie et vous avez mon compte Twitter.